chers étudiants, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, aujourd'hui, je continue le cours, le dernier chapitre, le chapitre 5, sur la politique monétaire. Donc, j'espère que vous allez bien me suivre. Ok, voilà donc notre chapitre 5, la politique monétaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une politique monétaire? La politique monétaire est une composante principale de la politique économique. Donc, la politique monétaire est une composante principale de la politique économique. Elle est généralement mise en place par, elle est pas généralement, tout le temps mise en place par la Banque centrale. Ok. Avant de définir la politique monétaire, je voudrais juste, avant vous rappeler la théorie la plus importante que nous avons déjà vue dans plusieurs chapitres avant, qui est la théorie quantitative de la monnaie. Donc, vous vous rappelez que la théorie quantitative de la monnaie part de cette relation masse monétaire fois vitesse de la monnaie est égale au prix fois volume de transaction. C'est une identité. À partir de cette relation, nous avons démontré à la fin que le taux d'inflation pi, si pi, okay, taux d'inflation pi, en fait, est égal à la variation de la masse monétaire moins la variation du revenu réel. La variation relative de la masse monétaire moins la variation relative de revenu réel. Donc, vous voyez ici que la monnaie, voilà, la masse monétaire ou l'offre de monnaie joue un rôle important dans, dans l'inflation dans une économie. Affecte la masse monétaire, donc affecte, donc il est affecté par la masse monétaire, affecte le taux d'inflation dans une économie. Donc si la variation relative de la masse monétaire est supérieure à la variation relative du revenu réel, on aura nécessairement, automatiquement, une inflation positive. Ici, on pense long terme. Dans ce cas, la variation de revenu réel devient nulle, zéro. À long terme, ce sera le niveau long terme de revenu réel sera constant. Donc, à long terme, la variation de l'inflation sera totalement expliquée par la variation de la masse monétaire. Donc, pour maîtriser l'inflation, il est important que les autorités maîtrisent la masse monétaire. Je répète, pour maîtriser l'inflation, il est nécessaire de maîtriser la variation de la masse monétaire. Donc, il faut donc que l'autorité qui gère la masse monétaire sache que sa gestion de la masse monétaire, de la variation de la masse monétaire, affecte l'inflation dans une économie. Qui est cette autorité qui est à la charge de la masse monétaire, de la gestion de la masse monétaire? C'est la banque centrale, ce sont les banques centrales. Pour cette raison, on dit que la banque centrale est l'autorité qui est chargée
de gérer la masse monétaire, afin que cette gestion doit nécessairement viser à maîtriser le taux d'inflation dans une économie. Donc, on peut ainsi définir qu'est-ce que c'est une politique monétaire. La politique monétaire est le contrôle, et je préfère dire aussi le contrôle et la gestion de l'offre de monnaie. L'offre de monnaie, c'est en fait, on veut dire par offre de monnaie, M, c'est M, c'est-à-dire la masse monétaire. Donc, la politique monétaire est le contrôle et la gestion de l'offre de monnaie, c'est-à-dire la gestion de la masse monétaire. C'est la Banque centrale, donc, appelée aussi autorité monétaire, qui prennent donc les décisions et les actions sur l'offre de monnaie afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment en matière d'inflation. Donc, le premier objectif pour de la gestion de l'offre de monnaie, c'est maîtriser l'inflation. C'est maîtriser l'inflation pi. C'est le premier objectif. Et cette politique monétaire est à la charge de la Banque centrale. En plus de la gestion de l'inflation, de la maîtrise de l'inflation, la politique monétaire aussi a d'autres objectifs, notamment la gestion du taux de change, la croissance, c'est-à-dire, par croissance, on veut dire croissance, croissance du PIB, c'est-à-dire du revenu réel. C'est ça. Et l'emploi, c'est-à-dire le chômage et emploi dans une économie. Donc, voilà principalement les objectifs de la politique monétaire. Le premier objectif et le plus important, c'est le taux d'inflation. Et les autres objectifs, c'est le taux de change, la croissance de revenu réel, le PIB et l'emploi. Voilà donc comment la Banque centrale met en place une politique monétaire. On a donc des objectifs finaux. On a des objectifs finaux. Ces objectifs sont, comme je viens de le dire, les objectifs finaux sont, premièrement, l'inflation ou la maîtrise de l'inflation. Premier objectif, voilà, premier objectif. Deuxième objectif, premier objectif, la maîtrise de l'inflation est l'objectif le plus important. Et ensuite, la croissance, le chômage ou l'emploi et le chômage, et le taux de change. Voilà les objectifs finaux. Pour que la Banque centrale arrive à réaliser ces objectifs finaux, il utilise ce qu'on appelle des instruments
de la politique monétaire. Les instruments, on appelle les instruments de la politique monétaire. Donc, ce sont des instruments de la politique monétaire. On va voir quels sont les instruments de la politique monétaire, mais pour vous dire, l'instrument le plus important, c'est le taux d'intérêt de la banque centrale. C'est le taux d'intérêt de la banque centrale. Pour réaliser ces objectifs finaux, la banque centrale, donc ces instruments passent par ce qu'on appelle des canaux de transmission de la politique monétaire. Un canal de transmission de la politique monétaire. Ok. Ces canaux de transmission sont sous forme de ce qu'on appelle les objectifs intermédiaires et opérationnels. Okay. L'instrument donc affecte les objectifs, premièrement les objectifs opérationnels et intermédiaires pour à la fin arriver à réaliser ou à avoir un impact sur la maîtrise, sur l'inflation, la croissance, l'emploi et le taux de change. Donc voilà. Il est intéressant de vous dire que à partir des années 1990, il y a une trentaine d'années, la majorité des banques centrales dans le monde commençaient à avoir un objectif principal qui est la stabilité des prix, c'est-à-dire l'inflation. L'inflation et la stabilité des prix vient avant la croissance, l'emploi et le taux de change. Par exemple, la Banque centrale européenne, la banque centrale européenne, ECB, l'objectif, elle a qu'un seul objectif, de politique monétaire qui est la stabilité, des prix. Lorsqu'on dit stabilité des prix, on dit inflation. Donc, voilà. Par contre, la Fed, qui est la Banque centrale des États-Unis d'Amérique, elle a trois objectifs principaux en même temps. L'inflation, en effet, l'inflation naturellement, mais aussi la croissance et l'emploi. Presque ces trois objectifs sont presque en les mêmes degrés d'importance. En Tunisie, la Banque centrale, la BCT, la Banque centrale de Tunisie, l'objectif principal, c'est naturellement l'inflation, bien sûr. Inflation, principalement. Mais selon la loi du statut de la Banque centrale, il vient ensuite la croissance économique et
l'emploi. Mais d'après l'expérience, il paraît que ces dernières années, la Banque centrale de Tunisie se concentre seulement sur l'inflation plutôt que la croissance économique ou l'emploi. Il, il suit peut-être le modèle européen, il suit beaucoup suit beaucoup plus le modèle européen, le modèle ECB de la Banque centrale européenne que la Fed, la Banque centrale américaine. Donc, la question se pose pourquoi on essaie de maîtriser le taux d'inflation dans une économie. En fait, on peut voir ça à partir de cette courbe qui montre les coûts et les bénéfices de l'inflation, dépendant du niveau de l'inflation. Vous voyez que lorsque l'inflation est faible, il y a certains bénéfices de l'inflation et les coûts sont un peu faibles. On peut dire que lorsque l'inflation est faible, les bénéfices compensent les coûts. Mais lorsque on arrive à un certain niveau très élevé de l'inflation, un certain niveau très élevé de l'inflation, à partir de ce niveau, les coûts deviennent très énormes, très énormes. Pour cette raison, il est très important de veiller, de superviser et avoir la vigilance concernant l'inflation afin que n'atteint pas le niveau après lequel sa maîtrise devient très difficile. Sa maîtrise, après un certain niveau, lorsque l'inflation devient très élevée, lorsque l'inflation devient très élevée, sa maîtrise devient très difficile. Très difficile. Sa maîtrise devient très difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut donc avoir, il faut donc que les banques centrales aient une vigilance envers son évolution. Donc, quels sont les coûts de l'inflation? Les coûts de l'inflation, il y a plusieurs coûts définis par les économistes, notamment le coût d'étiquette. Les coûts d'étiquette, ce sont les coûts liés à la changement fréquent des prix. S'il y a une inflation qui change tout le temps, il faut donc que les commerçants changent leurs prix tout le temps, et ceci aurait généralement des coûts importants. L'inflation aussi fait une mauvaise allocation des ressources économiques. Donc, contribue à la mauvaise allocation des ressources économiques. Là aussi, donc, l'incertitude envers l'inflation, si on ne connaît pas, on ne peut pas prévoir ou avoir une idée sur l'évolution de l'inflation parce qu'elle est out of control, on n'arrive pas à la maîtriser. Donc, il y aura difficulté de limiter l'inflation par la suite, de la maîtriser par la suite. Okay. L'incertitude, bien sûr, l'incertitude a plusieurs coûts. Si l'horizon est incertain, donc il y aura
les opérateurs économiques, les agents économiques se porteront du coup, donc ne peuvent pas calculer par exemple leur taux d'intérêt réel. Vous vous rappelez de l'équation de Fischer qui détermine le taux d'intérêt réel. Si on n'arrive pas à déterminer ou à prévoir le taux d'intérêt réel, parce qu'il est incertain, on est incertain sur, il y a une incertitude énorme sur l'évolution de l'inflation, les banques peuvent arrêter ou euh, rationner ou limiter l'octroi des crédits, par exemple. La politique monétaire donc, est importante. Elle est une politique mise en place par le gouvernement, en particulier la Banque centrale, et elle vise donc à maîtriser la masse monétaire et l'offre monétaire dans une économie, et ce afin de maîtriser le taux d'inflation dans une économie, comme stipulé la théorie quantitative de la monnaie. La section 4, le modèle ISLM et l'effet de choc de la politique monétaire. Donc, généralement, on utilise le modèle ISLM que vous avez déjà vu, je pense, dans le cours de macroéconomie. Le modèle ISLM permet de savoir ou de prédire l'impact des politiques monétaires entreprises par les banques centrales. Je vous rappelle donc le modèle ISLM, il s'agit donc de deux courbes dans un repère où l'axe des ordonnées c'est le taux d'intérêt réel R, le taux d'intérêt réel R, et l'axe des abscisses, c'est le revenu réel Y. Donc dans ce repère, on schématise deux courbes. La première courbe, c'est la courbe IS. IS pour le I, c'est pour dire investment, investissement, et S pour dire saving, épargne. Cette courbe représente en fait l'équilibre sur le marché, des biens et services. La courbe IS et donc la courbe IS donc représente l'équilibre sur le marché des biens et services. Et je vous rappelle que l'équilibre sur un marché des biens et services est représenté par cette équation, Donc, selon cette expression qui dit que le revenu réel égale la consommation C, qui est fonction de Y moins T. Le T, c'est le niveau des taxes, des impôts. Donc, C est fonction de revenus disponibles, plus I pour dire investissement, qui est responsable du taux d'intérêt réel R, et G, qui est la consommation de gouvernement ou les dépenses gouvernementales G. Donc, cette équation, cet équilibre est représenté par la courbe IS. OK? Donc, la courbe IS représente l'équilibre sur le marché des biens et services. Des biens et services. OK. La deuxième courbe, c'est la courbe LM. L, c'est pour dire demande de monnaie, la fonction L, la fonction de demande de monnaie, et M pour dire la fonction de l'offre de monnaie. Et cette courbe est représentée par cette équation. Monnaie sur prix, c'est-à-dire l'offre de monnaie. M, masse monétaire sur le niveau général des prix.
c'est l'offre de monnaie. Ceci représente l'offre de monnaie. Offre de monnaie. Offre de monnaie. Est égal à L, qui est L fonction de R et Y, la fonction que nous avons déjà vue dans le chapitre 3 le chapitre 4 sur la demande de monnaie, qui est la fonction de demande de monnaie, la fonction keynésienne de demande de monnaie. Donc la fonction keynésienne de demande de monnaie. Demande de monnaie. Donc, lorsque le marché monétaire est en équilibre, c'est-à-dire l'offre de monnaie est égale à la demande de monnaie, on peut donc tracer cette courbe LM qui représente l'équilibre, les points d'équilibre sur le marché monétaire. Ici, ce sont aussi les ES, la courbe ES et les points d'équilibre sur le marché des biens et services. Ok? Donc, l'intersection de ces deux courbes, LM et S, l'intersection se fait dans un combinaison de points R1, taux d'intérêt réel R1 et revenu réel Y1. Cette intersection détermine l'unique combinaison de Y, c'est-à-dire PIB, GDP ou PIB, et R, taux d'intérêt réel, qui satisfait l'équilibre sur les deux marchés. Qui satisfait donc l'équilibre sur les deux marchés. Ok, donc il s'agit de l'équilibre. C'est la combinaison R1 et Y1. C'est la combinaison qui fait que les deux marchés sont en équilibre. Les deux marchés, c'est-à-dire le marché des biens et services et le marché monétaire. Le marché des biens et services et le marché monétaire. Ok? Donc voilà le modèle ISLM. Le modèle ISLM composé par deux courbes IS et LM dans le repère revenu réel Y et taux d'intérêt réel R. Ces deux courbes représentent les points d'équilibre dans le marché des biens et services et le marché monétaire. L'intersection de ces deux courbes est la combinaison Y1 et R1 qui fait que les deux marchés sont en équilibre simultané. Donc, on utilise ce modèle pour en fait déterminer l'impact des politiques monétaires entreprises par qui? Par la Banque centrale, l'autorité monétaire. Donc, voyons une politique monétaire. Exemple, une augmentation de politique monétaire, une augmentation de l'offre de monnaie. C'est-à-dire, supposons que la Banque centrale décide d'augmenter la masse monétaire dans une économie. Elle décide donc d'injecter une quantité de monnaie dans une économie. Ok? On appelle cette politique une politique monétaire expansionniste. Politique monétaire expansionniste. Voilà l'augmentation. CM augmente, c'est-à-dire la variation de la masse monétaire
est positif, c'est-à-dire delta M est positif, on dit qu'il s'agit d'une politique monétaire expansionniste. Dans ce cas, la courbe LM se déplace de LM1 vers LM2. Il y a un déplacement de la courbe à droite. Un déplacement à droite de la courbe. Elle passe de LM1 à LM2. Donc la courbe monétaire, la courbe LM se déplace vers la droite. Donc on aura donc un nouvel équilibre. Au début, l'équilibre était au point A. OK. L'intersection, le point A représente l'intersection entre IS et LM1. L'équilibre, à ce moment, l'équilibre était représenté par un niveau de production ou d'output ou de PIB de niveau Y1 et un taux d'intérêt à un niveau égal à R1. Après l'augmentation de l'offre de monnaie, la courbe LM se déplace à droite ou en bas et devient LM2. Donc on aura ainsi un nouveau point d'équilibre, représenté par le point B, représentant l'intersection entre la courbe IS et la courbe LM2. Je vous rappelle que la courbe IS ne change pas ou ne se déplace pas parce que l'augmentation de la masse monétaire affecte que le marché monétaire. Elle n'affecte pas le marché des biens et services. Donc seulement la courbe LM1 se déplace vers la droite pour devenir la courbe LM2. Et on aura donc un nouvel équilibre dans le point B. Le nouvel équilibre est représenté par donc, un niveau d'équilibre, un niveau de revenu réel Y1 et un niveau de taux d'intérêt réel R2. Qu'est-ce qu'on observe ainsi? On observe que le taux d'intérêt réel a baissé de R1 vers R2 et on observe que le niveau de production ou le PIB dans cette économie a augmenté pour devenir de Y1 à Y2. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'une politique monétaire expansionniste, une augmentation de la masse monétaire, selon le modèle ISLM, elle provoque une diminution du taux d'intérêt réel et une augmentation de l'output ou du revenu réel. Donc, comme c'est écrit ici, provoquant la baisse de taux d'intérêt, ce qui augmente l'investissement, ce qui provoque l'augmentation de la production, output ou de revenus. Donc, si on dit production, output, revenu, c'est la même chose. OK? Supposons que il s'agit, la Banque centrale n'augmente pas l'offre de monnaie, mais elle diminue l'offre de monnaie. Supposons qu'il y a une politique monétaire non pas expansionniste, mais restrictive. Supposons une politique monétaire restrictive. Supposons une politique monétaire restrictive.
politique monétaire restrictive, c'est-à-dire diminution de la masse de l'offre de monnaie M. C'est le deuxième cas. Supposons donc deuxième cas, donc la Banque centrale décide d'augmenter une politique monétaire restrictive. Dans ce cas, la variation de la masse monétaire delta M serait donc 1 delta M serait négatif. Qu'est-ce qui se passe? LM1 se déplace, LM1 se déplace non pas vers la droite, mais vers la gauche. Vers la gauche. Donc, donc la courbe LM1 se déplace vers la gauche, comme si par exemple ici. Ici. OK. La déplace vers la gauche. Donc, pour devenir, donc supposons pour devenir LM3. LM3. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura un nouvel équilibre représenté par le point C, ici, à qui il correspond donc à un taux donc un niveau de PIB, un niveau de revenu réel Y3 et un niveau de taux d'intérêt réel R3. OK? Le niveau de production a diminué. Il était Y1, il devient Y3. Et le niveau de taux d'intérêt réel a augmenté. Il était Y1, il était R1, il devient R3. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que une politique monétaire expansionniste provoque une augmentation du taux d'intérêt réel et provoque aussi ce qui, normalement, donc, puisque le taux d'intérêt réel diminue, ce qui diminue
l'investissement parce que l'investissement devient très cher et provoque une baisse de revenus réels. Donc voilà l'effet en bleu, l'effet d'une politique monétaire restrictive visant à diminuer l'offre de monnaie. Donc on voit ici, dans cet exemple, comment le modèle ISLM est nécessaire pour déterminer l'impact des politiques monétaires dans une économie. Il y a deux politiques, soit l'augmentation de la masse monétaire, soit la diminution de la masse monétaire. Un peu des instruments de la politique monétaire. Dans cette section 5, on va voir en détail plus d'instruments de politique monétaire. Les instruments de politique monétaire, c'est-à-dire ce sont les instruments ou les objectifs opérationnels que la Banque centrale utilise pour affecter ou influencer la quantité de monnaie ou la masse monétaire dans une économie. Nous avons vu que l'instrument le plus important est généralement utilisé par toutes les banques centrales. Premièrement, c'est l'instrument de taux, le taux d'intérêt de la banque centrale. Ok. Donc, en Tunisie, on l'appelle en Tunisie et ce taux est appelé taux directeur de la banque centrale. Ok. Donc, en manipulant les taux, la banque centrale, le taux d'intérêt de la banque centrale est un instrument à travers lequel la banque centrale vise à gérer l'offre de monnaie dans une économie. Le deuxième instrument, c'est l'open market. L'open market, c'est-à-dire donc l'achat et la vente des titres de créance par la Banque centrale sur le marché interbancaire. Donc, les titres de créance, généralement, ce sont les bons de trésor, émis de trésor, donc émises par le gouvernement ou l'État, pour dire le gouvernement ou l'État, la même chose. Ok. Donc par l'achat, si la Banque centrale achète des bons de trésor, elle va acheter, donc en contrepartie, elle va injecter la monnaie. Cette injection de monnaie, nécessairement, va contribuer à augmenter l'offre de monnaie dans une économie. Si par contre elle vend des titres de créance, des bons de trésor, cela veut dire que la Banque centrale voudrait absorber une quantité de monnaie dans une économie. Donc il s'agit, donc l'achat de bons de trésor représente une politique monétaire expansionniste et la vente de bons de trésor par la Banque centrale correspond à une politique monétaire restrictive. Le troisième instrument de politique monétaire, ce sont les réserves obligatoires. Donc, les banques sont généralement, imposées par la loi à à constituer des réserves obligatoires sur leurs dépôts. Donc, il s'agit d'un pourcentage. Il s'agit d'un pourcentage appliqué. Donc, il s'agit d'un pourcentage
appliquée sur les dépôts bancaires. Sur les dépôts bancaires. Donc, c'est un montage appliqué sur les dépôts bancaires. Donc, le montant des réserves obligatoires est déterminé par le taux des réserves obligatoires fixé par la Banque centrale. Voilà, pourcentage au taux. OK? Donc, en augmentant le taux des réserves obligatoires, la Banque centrale réduit la liquidité des banques et donc affecte négativement leur capacité d'octroi des crédits. Donc, une augmentation du taux des réserves obligatoires, c'est-à-dire les banques sont tenues à augmenter leurs réserves obligatoires. Donc, cette augmentation va limiter la capacité des banques à donner des crédits, donc à injecter la monnaie dans une économie. Donc, cette limitation correspond à une politique monétaire restrictive. Donc une augmentation du taux de réserve obligatoire représente une politique, monétaire restrictive. OK? Par contre, une diminution du taux de réserve obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la capacité des banques à utiliser les dépôts pour donner des crédits augmente. Donc, si leur capacité à donner des crédits augmente, c'est-à-dire leur capacité d'injecter la monnaie dans une économie augmente. Donc on aura nécessairement une augmentation de la masse monétaire. Cette augmentation de la masse monétaire est donc une politique monétaire expansionniste. Donc la diminution de taux de réserve obligatoire représente une politique monétaire expansionniste. Voilà, donc il y a généralement quatre instruments classiques, ou trois instruments classiques. Le premier instrument, c'est le taux d'intérêt de la Banque centrale. Le taux d'intérêt de la Banque centrale. Le deuxième instrument, c'est l'open market. Et le troisième instrument, ce sont les réserves obligatoires. Donc, section 6, voyons donc en détail les canaux de transmission de la politique monétaire. Il y a donc le premier canal, et le canal le plus classique, c'est le canal de taux d'intérêt. Le deuxième canal, aussi assez classique, c'est le canal de crédit. Et le troisième canal, aussi classique, mais généralement pour les pays où le compte capital est libre, c'est le canal de taux de change. Ok, qu'est-ce que ça veut dire le canal de taux d'intérêt? Donc, le canal de taux d'intérêt, si le taux d'intérêt est l'instrument de la politique monétaire, on peut voir ça grâce à cet instrument. Voilà. Si la Banque centrale décide d'augmenter la masse monétaire, le taux d'intérêt réel donc va diminuer, comme nous l'avons vu dans le modèle ISLM. Lorsque LM1 passe à LM2, le taux d'intérêt réel passe de R1 à R2, donc il diminue. Cette diminution de taux d'intérêt réel va encourager les investisseurs à emprunter l'argent
auprès des banques et auprès des marchés financiers, et donc va leur encourager à emprunter et donc investir, à augmenter leur investissement. L'augmentation de cet investissement va nécessairement augmenter le revenu réel, le produit intérieur brut. Et vice-versa, si la masse monétaire diminue, c'est-à-dire une politique monétaire restrictive, comme nous l'avons vu, lorsque LM1 passe à LM3, le taux d'intérêt réel passe de R1 à R3. Donc le taux d'intérêt réel, augmente. Cette augmentation de taux d'intérêt réel va rendre l'emprunt un peu plus coûteux, donc les investisseurs vont décider de diminuer leur investissement et la diminution de l'investissement va donc diminuer le revenu, le produit intérieur brut ou le revenu, donc le revenu réel d'une économie. Donc, voilà. Le canal de crédit. Voilà donc le canal de crédit. Comme le nom l'indique, le canal de crédit, donc, le canal de crédit suppose l'utilisation de l'instrument. Il y a donc un instrument ou un objectif intermédiaire qui est les crédits bancaires. Donc on cherche à ce que les crédits bancaires affectent l'objectif final. Okay. Donc, comment ça marche, ce canal? Exemple, une politique monétaire expansionniste M augmente. Cette augmentation de la masse monétaire va être interprétée par une injection de la masse monétaire dans l'économie. Cette augmentation de la quantité dans une économie va généralement donc augmenter la monnaie scripturale dans une économie, c'est-à-dire les dépôts bancaires. L'augmentation des dépôts bancaires encourage les banques à donner plus de crédit bancaire. Donc les crédits bancaires vont augmenter. Si le crédit bancaire augmente, donc ces crédits vont financer des investissements. Donc les investissements vont augmenter. Et l'augmentation des investissements va nécessairement augmenter le revenu réel. Et vice-versa. Si la masse monétaire diminue, donc une politique monétaire restrictive, les dépôts bancaires vont diminuer, les prêts bancaires vont diminuer, l'investissement diminue et le revenu réel et le PIB dans une économie va diminuer. Donc voilà comment fonctionne le canal de transmission par crédit bancaire. Le troisième canal, c'est le canal de taux de change. Donc le canal de taux de change, c'est-à-dire l'instrument le plus important ici, c'est l'instrument de taux de change. Donc, comme le nom l'indique, le taux de change est un objectif intermédiaire ou opérationnel qui permet que la politique monétaire affecte l'économie réelle. Donc, comment ce canal marche? Donc, je vous rappelle que le canal de taux de change marche généralement dans les économies ouvertes, c'est-à-dire que dans le taux de change et dans le compte capital et le mouvement de capitaux entre ce pays et les autres pays est assez libre, c'est-à-dire il n'est pas trop réglementé. Ok? Sinon, ce canal n'existerait pas. Donc la masse monétaire, voilà le canal.
Le canal, donc, M augmente. M augmente. L'augmentation de la masse monétaire nécessairement va diminuer le taux d'intérêt réel, R. Le taux d'intérêt réel, si le taux d'intérêt réel diminue, les agents économiques vont donc essayer de ne plus déposer leur monnaie en compte bancaire en monnaie nationale, mais ils vont essayer de transférer leur richesse, leur épargne vers des comptes bancaires en monnaie étrangère. Parce que le taux d'intérêt réel dans cette économie n'est plus, n'est plus intéressant parce qu'il a diminué. Donc, ceci va être traduit par la vente massive de la monnaie nationale et l'achat de la monnaie étrangère. Ceci va se traduire par une dépréciation de la monnaie nationale ou locale. C'est-à-dire la valeur du dinar, par exemple, va diminuer, va se déprécier contre l'euro et le dollar. La dépréciation de la monnaie nationale encourage les exportations. Donc, va encourager les exportations et limiter les exportations. Pourquoi encourager les exportations? Parce que le produit, la marchandise, produit domestique devient de moins en moins cher. Il devient de moins en moins, le prix devient moins cher et compétitif par rapport aux, aux concurrents internationaux. Ceci, donc, va résulter, va augmenter donc, les exportations et va diminuer les importations parce que nos importations deviennent, après la dépréciation de la monnaie nationale, les importations deviennent très chères. Donc NX, c'est-à-dire les exportations nettes. Les exportations nettes. Les exportations nettes vont augmenter. Si les exportations nettes vont augmenter, nécessairement le revenu national ou le produit intérieur brut augmente. Donc une politique monétaire expansionniste diminue le taux d'intérêt réel et déprécie la monnaie, la valeur de la monnaie nationale sur le marché de change et les exportations nettes augmentent. Ceci va augmenter le revenu réel. Et vice-versa, si la masse monétaire diminue, le revenu réel augmente, la monnaie nationale, la valeur de la monnaie nationale sur le marché de change va s'apprécier, les exportations nettes vont diminuer et ainsi le revenu réel va diminuer. Voilà donc les trois canaux de transmission de la politique monétaire sur l'économie. Transmission de la politique monétaire, c'est-à-dire comment la monnaie, comment la politique monétaire, par l'augmentation ou par la diminution de la masse monétaire, va affecter l'économie réelle. M, c'est la masse, c'est la politique monétaire. M, c'est la politique monétaire. M, politique monétaire. Et Y représente économie réelle. Donc, voilà donc comment la politique monétaire affecte l'économie réelle à travers les canaux de transmission. Le premier canal, c'est le taux d'intérêt. Le deuxième canal, c'est le canal du crédit. Le troisième canal, c'est le canal de taux de change. Bien sûr, il y a d'autres canaux de transmission de la politique monétaire qui dépendent du développement économique d'un pays. Par exemple, dans un pays développé comme les États-Unis d'Amérique ou le Japon, nécessairement, il y a d'autres canaux de transmission de la politique monétaire qui n'existaient pas dans des pays moins développés ou en développement. Mais
Les canaux de transmission qui existent, presque classiques, qui existent dans la majorité des pays, ce sont ces trois canaux de transmission classiques: le canal de taux d'intérêt, le canal de crédit et le canal de taux de change. Pour conclure, juste, je vous montre ce graphique qui représente la corrélation entre indépendance des banques centrales et inflation. Donc, pour vous montrer la relation qui existe entre une banque centrale indépendante, c'est-à-dire indépendante du gouvernement, c'est-à-dire indépendante, sa politique monétaire est prise indépendamment du ministre des Finances ou du chef de gouvernement. Et donc, on voit que pour les pays où, voyez sur ce graphique, il y a l'axe des abscisses l'indice Index of Central Bank Independence, c'est-à-dire l'indice 1, c'est une indépendance faible, et l'indice 4,5, c'est une indépendance forte. Et l'axe des ordonnées, c'est average inflation, c'est-à-dire l'inflation moyenne dans les pays très faibles. Donc, vous voyez, ces pays ont une forte indépendance de la Banque centrale, donc leur inflation moyenne est très faible. Ces pays, l'Espagne, l'Italie et la Nouvelle-Zélande, ont une indépendance faible, donc leur inflation est très élevée. Donc on comprend pourquoi les pays cherchent toujours à augmenter l'indépendance des banques centrales. L'augmentation de l'indépendance de la Banque centrale permet à la Banque centrale de prendre ses décisions très indépendantes des gouvernements. Elles ne sont pas influencées par les gouvernements. Elles mettent les politiques qui visent à réaliser les objectifs des banques centrales, qui est la stabilité des prix. Donc, si elles mettent des politiques, leurs politiques indépendamment, elles réussissent donc à maîtriser les prix et donc à avoir un taux d'inflation très faible comme les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne et la Suisse. Les pays où le gouvernement intervient dans les décisions de la Banque centrale, ceci gêne la mise en place des politiques de la Banque centrale, les politiques monétaires de la Banque centrale gênent, gênent ces politiques, donc ne permet pas à ces banques de réaliser convenablement leur objectif qui est la stabilité des prix. Pour cette raison, on voit que dans les pays où l'indice de l'indépendance de la Banque centrale est faible, leur taux d'inflation est relativement très élevé. Voilà, donc on est fini avec ce cours. Voilà, donc ici un tableau qui donne les pays, les objectifs d'inflation, et etc. Il y a des pays où l'inflation, comme les États-Unis d'Amérique, l'objectif de taux d'inflation doit être entre 1,7 et 2%. Donc la Banque centrale américaine, si elle trouve que le taux d'inflation est supérieur à 2%, elle va automatiquement mettre en place des politiques monétaires visant à réduire le taux d'inflation. Mais en Argentine, vous voyez que l'objectif de l'inflation est entre 15 et 24%, donc un peu élevé. Donc les objectifs d'inflation diffèrent d'un pays à l'autre. En Inde, par exemple, le taux d'inflation, l'objectif c'est d'avoir un taux d'inflation de 8,5%. Donc l'objectif de taux d'inflation dépend du développement et de la contexte de chaque pays. Voilà, donc j'ai terminé avec ce chapitre et je vous remercie.